7h au Bénin, bonjour à tous et bon réveil sur Canal 3 et Actu Matin. Vous êtes les bienvenus dans cette matinale. Merci donc de vous réveiller avec nous. Wahab Alikwara, bonjour. Bonjour Christian et bonjour à tous. On va vous retrouver dans un instant. Installez-vous confortablement. Mercredi sur Actu Matin, la chronique du jour de Moïse Dossoumo, l'analyse de l'actu au forum de discussion. Et plus loin, la chronique économie. On retrouvera Clément Achade et son invité Edouard Assogba, président de l'interprofession de la filière anacarde au Bénin. Notre cajou est-il un produit de mobilisation de devises? On va en parler, un peu comme nous consacrerons quelques minutes de nos échanges plateau au soja béninois qui fait sa percée sur le marché chinois. Environ 2000 tonnes de soja ont atterri en Chine ces derniers jours pour concrétiser le protocole d'accord qui avait déjà été signé entre le Bénin et la Chine. C'était l'an dernier. Mais avant, dans l'actualité et dans la foulée du rapport présenté par la commission des lois après un premier échec, les députés ont fini par adopter le nouveau règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Ils se sont accordés sur le contenu du document, notamment l'article 24 préalablement objet de dissension. Les positions sont revues, la discipline de groupe désormais de mise, et au chroniqueur Moïse Dossoumo de nous dire dans un instant que ce n'était qu'une tempête dans un verre d'eau. À suivre les commentaires de Wahab Alikwara en plateau et André Dossa qui sera avec nous au téléphone. Et puis dans cette émission en ouverture, la une des journaux, en fin d'émission, eh bien c'est la revue de presse d'Assiomo Kanya Assiomo. Merci d'être avec nous. Installez-vous. Alerte! Vous avez 60 ans et plus ou bien vous souffrez d'une affection chronique? Ceci vous concerne. Le coronavirus fait des ravages, surtout dans les rangs des personnes âgées. Pour vous protéger, respectez les consignes. Pratiquez l'auto-isolement. Ne sortez de chez vous que pour cause de nécessité absolue. Il y va de la préservation de votre vie. Ouverture et clôture de la deuxième session extraordinaire du Parlement, c'était hier. La presse en parle largement. Allons découvrir les gros titres et c'est avec vous, Wahab Alikwara. Oui, Christian, attendez, bonjour à tous. On va commencer par Fraternité qui évoque le sujet que vous avez annoncé. Modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. La pomme de discorde n'a duré que le temps d'une plénière. Le groupe parlementaire, désormais constitué par partis politiques, représente les commissions permanentes réajustées et puis respect des gestes barrières sur les lieux de restauration, la tête dans les plats, les masques au repos. Examen du BPC, session de juillet 2020, environ 700 faux candidats recalés et puis une tempête dans un verre d'eau, c'est le titre de la chronique signée ce matin Moïse Dossoumo. À la une maintenant de la Nation, percée économique du Bénin, ce qui justifie les avancées notables, décentralisation effective pour impulser le développement local, l'autre défi de la rupture selon Luc Nyakadia. Carte sur table, dispute, bagarre, voire de coups entre parents, les conséquences psychosociales sur les enfants victimes, l'avis du spécialiste et puis investigation en matière de lutte contre la corruption par les journalistes, des professionnels des médias outillés. La presse du jour, modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, consensus retrouvé autour des dispositions de l'article 24, nouveau et puis aménagement des routes, Missesento, Zimvi et Seyenouze. Le gouvernement mise sur la qualité et la durabilité des ouvrages. Soleil levant face à l'ampleur que prend le coronavirus au Bénin, le maire Angelo Arwandinou de la commune d'Abomey-Calavi met à contribution les dignitaires des cultes endogènes. Autorité de régulation du secteur de la santé, le gouvernement recrute le secrétaire exécutif par appel à candidature.
L'économiste, fonction publique au Bénin, grade, indice, critères d'avancement et incidences financières. C'est à retrouver dans les colonnes de l'économiste. Et puis, augmentation de la production locale au Bénin, nécessité d'une organisation interprofessionnelle de la filière riz. Le matin, vérification des résultats des examens et concours en cette période de coronavirus. Le gouvernement lance bientôt le e-résultat. L'autre quotidien qui nous apprend que les députés ont fini par adopter la modification de leur règlement intérieur et puis fermeture des médias en ligne par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. La réaction du ministre de la Communication retrouvée dans les colonnes de l'autre quotidien. L'investigateur du jour, tribunal de Cotonou, les auteurs du meurtre d'un Indien condamné à 20 ans de prison. Et puis BPC 2020, la partition de la mairie de Cotonou pour sa tenue dévoilée. Le potentiel à présent, 14 juillet 2014, 14 juillet 2020, Émile Azandegbe rappelle une lutte de Joseph Djogbenou, reddition de comptes à la mairie de Glazoué. Gilles Hundolo fait le point avec ses administrés aujourd'hui. Libération, montée des eaux au Bénin, le gouvernement alerte et indique des mesures et puis lutte efficace contre le coronavirus, les propositions du maire Malik Gomina. Le matinal à présent, réforme à l'Assemblée nationale, les députés modifient leur règlement intérieur. Le député qui démissionne d'un groupe reste non inscrit jusqu'à la fin de la législature. Tout membre d'un groupe peut être destitué à la majorité des 2/3. Montée des eaux et transport des personnes et des biens, les consignes du gouvernement aux conducteurs d'embarcation. Matin libre, bourse du travail, un réveil pour quels effets s'interroge le journal. Et puis, premier arrondissement de Cotonou, affaire détournement de fonds publics, la CA et le Sécu convoqués. Les 4 vérités, défense des droits, 14 juillet 2014, 14 juillet 2020, Émile Azandegbe interpelle Joseph Djogbenou. Bénin intelligent, à présent, enseignement supérieur, il faut sauver l'INGEPS et puis monter des eaux, les conseils de Romain pour une navigation sécurisée, création de guichet FADECHAB, plaidoyer de la NCB à l'État et aux partenaires techniques et financiers. Le Soleil Bénin Info, Assemblée nationale, adoption à l'unanimité du règlement intérieur. Le nouveau test est adapté aux réalités du temps. L'actualité pour finir, déclaration du maire de Parakou sur la gouvernance du président Patrice Talon. El Hadj Yakubu Malerossou salue la hauteur d'esprit de Aboubakar Yaya, son modèle d'opposant politique appelé à faire école. Et puis brevet d'études du premier cycle, session de juillet 2020, le maire de Cotonou dope le moral aux candidats. Voilà Christian, un tour rapide des parutions ce matin avec Fraternité qui nous apprend, comme beaucoup d'autres parutions ce matin, que les députés à l'Assemblée nationale ont fini par adopter le nouveau règlement intérieur. Et voilà, justement, c'était d'ailleurs le seul point à l'ordre du jour de la deuxième session extraordinaire de l'Assemblée nationale, la révision du règlement intérieur de l'institution. Le groupe parlementaire, désormais par parti politique représenté, c'est ce qu'ont adopté les députés hier. On va y revenir tout à l'heure dans nos échanges plateaux. Et on apprend également que le chef de l'État, le président Patrice Talon, a demandé au président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, la convocation d'une autre session extraordinaire. Il s'agira donc de la 3e session extraordinaire de l'année en cours. Cette session sera consacrée à l'examen de plusieurs projets de loi, dont le projet de loi portant autorisation de ratification
de l'accord relatif à la dissolution de l'organisation commune Bénin-Niger des chemins de fer et des transports et la mise en concession de la ligne ferroviaire Cotonou-Niamey, signée à Cotonou, c'était le 19 mars 2015. Les précisions à suivre tout à l'heure et enfin, d'émission, ce sera dans notre revue de presse avec Assiongbo Kanya-Assiongbo. Merci de nous rester donc fidèles. Dans un instant, la chronique du jour qui nous ramènera à l'Assemblée nationale pour vivre un peu l'ambiance des débats hier à propos de la révision du règlement intérieur de l'institution. Mais avant, nous vous proposons les titres du mini-journal. Ce sera avec le légendaire Naguib Alaoui. Bonjour Naguib. Bonjour Christian, bonjour à tous. Dans l'actualité, un nouveau cadre organisationnel et réglementaire pour les filières Anarcade, Sodia et Carité, telle est en substance l'ambition portée par les acteurs de ces différentes filières et qui a conduit à l'organisation d'une table ronde pour en jeter les prémices. Elle dure 3 jours et se tient sous la houlette conjointe de la Direction générale du commerce et l'interprofession de la filière Anarcade IFA. Et puis, participation remarquable du Bénin à un forum politique de haut niveau initié par l'ONU et qui se tient par visioconférence autour du thème Action accélérée et solutions transformatrices. Une décennie d'actions et des résultats pour le développement durable. Il s'agit pour la partie béninoise notamment de présenter sa contribution à l'avancement des ODD. Voilà pour le sommaire, les détails dans un instant. Voilà, les images de retour dans un instant, ce sera le mini-journal. Merci de rester en place à l'Assemblée nationale. Révision du règlement intérieur, ce n'était qu'une tempête dans un verre d'eau, c'est ce qu'il nous dira Moïse Dossoumo. Moïse, bonjour. Bonjour Christian. Mesdames, Messieurs, bonjour. De l'eau a coulé sous le pont, c'est le moins qu'on puisse dire. En apparence, les divergences de la dernière fois ont été aplanies. Réunis à l'occasion de la session extraordinaire qui s'est tenue tout juste hier, les députés ont évolué sur des chapeaux de roue. L'examen du projet de modification du règlement intérieur de l'institution parlementaire a connu une avancée notable. Suspendu au cours de la précédente session, et à peine relancés, les travaux sont allés à leur terme. La nouvelle formulation par la Commission des lois de l'article 24 a été adoptée sans autre forme de procès. À la plénière du 6 juillet dernier, les députés n'ont pas pu parler d'une même voix. Et quelques jours plus tard, force est de constater que l'harmonie est de retour. Les réticences précédemment exprimées n'ont pas eu la même force de persuasion qu'il y a une semaine. C'est dire qu'entre deux sessions, les réalités peuvent changer. L'article 24 nouveau comporte des changements assez significatifs. Citation. Les députés s'organisent en groupe parlementaire par parti politique représentés à l'Assemblée nationale. Les députés d'un même parti politique ne peuvent se constituer qu'en un seul groupe parlementaire. Un député ne peut faire partie que d'un seul groupe parlementaire. Tout député qui démissionne d'un groupe parlementaire reste non inscrit jusqu'à la fin de la législature. Les députés qui ne veulent ou qui ne peuvent appartenir à aucun groupe parlementaire peuvent s'apparenter au groupe de leur choix avec l'agrément du bureau de ce groupe. Tout député qui n'appartient à aucun groupe parlementaire est dit non inscrit. Fin de citation. Les membres de la 8e législature qui ont donné leur accord pour ces réformes savent qu'elles s'imposent désormais à eux. Ils auront le temps d'éprouver cette nouvelle règle et de faire au besoin des modifications, le test n'étant pas immuable. Une bonne opération pour Louis Vlavonou qui peut se targuer d'avoir réussi son coup. Mis quelque peu en difficulté il n'y a pas si longtemps, il a su manœuvrer pour se tirer d'affaire. Depuis son installation au perchoir, c'est bien la première fois qu'il a rencontré une opposition quelque peu tenace. Mais il a fallu à peine une semaine pour qu'il vienne à bout des résistances de ses collègues qui ne voyaient pas son projet de révision du règlement intérieur d'un bon œil. Enfin tacticien, pour ne pas essuyer le même revers une seconde fois, il a su jouer les cartes à sa portée pour désamorcer la bombe. Et ça a marché. Avec ses collègues frondeurs, il a arrondi les angles pour obtenir gain de cause. L'article 24 du règlement intérieur, objet de désaccord et de polémique, est maintenant révisé. Les partis politiques, desquels sont issus les députés,
voir leur autorité se raffermir. Mais la victoire de la commission des lois et du président de l'Assemblée nationale ne doit pas faire perdre de vue que la cohésion de départ peut être éprouvée à tout moment. Le fait que l'ensemble des députés soient issus de deux partis politiques qui se réclament de la mouvance présidentielle n'est pas forcément synonyme d'unanimité dans l'expression des opinions. Au-delà de leur allégeance au chef de l'État, il y a des députés et pas des moindres qui tiennent à leur espace de liberté. Et c'est d'ailleurs une frange de ceux-là qui ont donné de la voix il y a peu. A priori, bien que partageant la vision du gouvernement, rien que par sursaut d'orgueil, ils ne sont pas prêts à tout valider. C'est d'ailleurs cette nuance que l'opinion attend des élus du peuple. La fronde du 6 juillet, très vite contenue, restaure le consensus, encore que à tout moment, surtout à l'approche de la présidentielle, du fait des intérêts des uns des autres, tout peut arriver. Tout peut arriver avant la présidentielle et ce au Parlement. Mais en attendant, l'actualité, c'est bien sûr l'adoption du nouveau document portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale. On va y revenir tout à l'heure dans nos échanges. Merci de rester en place, Moïse Dossumont, puisque vous participerez au débat. Le mini-journal. On ouvre cette session de l'information en images sur Actu Matin par la tenue à Cotonou d'une table ronde sur les filières anacarde, karité et soja. C'est une initiative conjointe de la Direction générale du commerce et de l'interprofession de la filière anacarde. Les échanges durent 3 jours et seront consacrés aux propositions allant dans le sens d'un nouveau cadre organisationnel et réglementaire des dites filières. Les travaux de la table ronde ont été lancés par la ministre en charge du commerce. Les images. C'est une table ronde qui réunit les acteurs des filières anacarde, karité et soja pour des réflexions pointues de relance de la commercialisation des différents produits de rente. Après plusieurs ateliers menés pour prendre en compte les propositions de tous les opérateurs des filières, le ministère de l'Industrie et du Commerce, en collaboration avec l'IFA, se penche sur le contenu des différents tests qui régissent la filière cajou. Pendant 3 jours donc, les représentants des organisations professionnelles auront à travailler d'arrache-pied pour sortir le document visant l'instauration d'un cadre juridique et institutionnel de la filière anacarde. Le bon déroulement des campagnes de commercialisation de noix de cajou et par un système de commercialisation qui profite à l'ensemble des acteurs est une préoccupation majeure. Et l'exercice de ce jour sera le plus grand succès, étant donné que nous avons eu par le passé plusieurs ateliers dont les résultats sont capitalisés pour que la campagne prochaine soit une phase pilote au grand bonheur de tous les acteurs. Le nouveau cadre institutionnel et réglementaire aidera l'interprofession à faire une coordination efficiente avec la TDA 4 et la direction départementale d'industrie et du commerce sur le terrain. Les produits d'exportation et de rente sont d'une importance capitale pour l'économie nationale. Des produits qui concourent à la mobilisation des devises, mais aussi à l'équilibre de balance de paiement du Bénin. C'est pourquoi le gouvernement du Bénin et les acteurs de ces filières veulent opérer des réformes structurantes pour corriger les goulots d'étranglement des secteurs agricoles concernés. À la suite des efforts de production, avec les résultats remarquables que nous avons observés ces 2 dernières années, le gouvernement fixe chaque année les conditions de déroulement des campagnes de commercialisation de ces produits afin de garantir un revenu minimum décent aux producteurs pour s'assurer que la valeur ajoutée est répartie de manière profitable entre ces différents acteurs impliqués. Je sais compter sur vos expériences éprouvées dans ces filières afin de nous apporter les contributions qui permettront véritablement d'adapter les réalités du Bénin aux documents qui vous seront soumis et d'aboutir à un modèle de commercialisation et un cadre réglementaire qui répondent aux spécificités de chacune des filières cajou, karité et soja. Les difficultés que rencontrent les filières anacarde, karité et soja sont liées à l'approvisionnement des usines, la transformation, la commercialisation, le financement et l'absence d'un cadre réglementaire.
Par cette table ronde, l'IFA et le ministère en charge du commerce vont proposer au chef de l'État le fruit des réflexions qui feront en retour l'objet des décisions visant l'épanouissement des acteurs des 3 filières. Revenons à cette actualité liée à la participation du Bénin au forum politique de haut niveau, initié, Naguib, par l'Organisation des Nations Unies. Il se tient par visioconférence autour du thème, je cite, « Action accélérée et solutions transformatrices ». Une décennie d'actions et de résultats pour le développement durable. Il est question pour le ministre d'État chargé du plan du développement de défendre la contribution du Bénin à la réalisation des objectifs de développement durable. On va faire le point avec Narcisse Alossé et Henri Ganti. La crise sanitaire mondiale oblige, c'est par visioconférence que le forum politique de haut niveau autour des objectifs de développement durable a réuni quelques-uns de ses membres cette année. Sur le plateau, 3 pays, le Costa Rica, Panama et le Bénin, appelés à faire le point du chemin parcouru en termes de réalisation des ODD. Cet exercice constitue une revue et d'une certaine manière permet donc de fouetter la mise en œuvre des ODD dans le pays. Parce que lorsque vous présentez par contribution, ça donne l'occasion donc à tous les partenaires et à tous les autres pays de pouvoir prendre connaissance, n'est-ce pas, de l'évolution de la mise en œuvre des ODD dans votre pays et aussi donc d'en tirer les forces et d'en tirer les faiblesses et vous donne retour un feedback qui vous permet donc de vous améliorer. Action accélérée et solutions transformatrices, une décennie d'actions et des résultats pour le développement durable. C'est le thème retenu cette année pour ces assises de haut niveau. La voix du Bénin a été portée par son ministre d'État chargé du plan du développement, Ablaye Biotane. Et dans son intervention, il a exposé à l'assistance la contribution du Bénin à la réalisation des ODD. Une contribution articulée autour de quelques messages clés. Le premier message est que le Bénin soutient que la spatialisation des sites prioritaires des ODD est une condition indispensable pour renforcer l'action locale en vue d'accélérer la mise en œuvre de l'agenda 2030. Le second message est que le Bénin a mis en place une initiative spéciale laissée personne de côté, en vue d'éradiquer la pauvreté et renforcer le capital humain. Notre troisième message est que pour assurer une mise en œuvre efficace des ODD, une évaluation sommaire a permis d'identifier les boulots d'étendement et les marges de manœuvre. À ces 3 messages clés s'ajoutent 4 autres qui vont de la concrétisation de la déclaration des chefs d'État et de gouvernement au sommet sur les ODD à la volonté de poursuivre l'amélioration des conditions des populations à travers la réalisation d'actions phares, sans oublier la stratégie de mobilisation des ressources. En matière de mobilisation de ressources concernant pour financer les ODD, le Bénin a eu d'abord à organiser des activités pour faire le costing des actions à mettre en œuvre pour l'atteinte des cibles prioritaires des ODD à l'horizon 2030. Aujourd'hui, on est à un coût moyen annuel d'environ 60,8% du PIB. C'est la 3e fois que le Bénin participe au forum politique de haut niveau après les éditions de 2017 et 2018. Des participations qui ont permis au pays d'augmenter son degré d'engagement en termes de réalisation des ODD. L'échéance, c'est l'horizon 2030. Voilà, renforcement des capacités à présent des jeunes des sites SOS Village d'enfants de Natitengo, Dassa et Abomey-Calavi sur l'utilisation optimale des réseaux sociaux en vue de l'exploration du marché de l'emploi via le numérique. C'est une initiative de la Direction nationale de SOS Village d'enfants avec l'appui de DHL Bénin. La formation a été lancée hier au centre régional Herman Meiner, basé à Abomey-Calavi. Reportage. La Direction nationale du SOS Village d'enfants travaille à embrasser tous les champs qui offrent les possibilités d'employabilité à la jeunesse. Les réseaux sociaux sont devenus des espaces favorables à cette opportunité et les responsables de SOS Village d'enfants entendent offrir cette chance à la jeunesse. Une formation de 5 jours a donc été initiée à l'endroit de cette cible afin qu'elle se familiarise avec les réalités des blogs et autres réseaux sociaux pour en faire une utilisation optimale. À l'ère actuelle du 100% numérique, les entreprises ont compris que leur présence sur la toile, les réseaux sociaux, les autres plateformes numériques, cette présence est essentielle pour vendre leurs produits.
pour faire survivre leur entreprise et leur business. Chers jeunes, au terme de cette formation, il est attendu de vous que vous sachiez exécuter les différentes tâches dévolues à un community manager. Je vous prie d'être attentifs, concentrés, proactifs tout au long de la formation. Cette formation s'inscrit dans le cadre du projet Youth Can, dont le volet Gotiche est fortement appuyé par la Direction générale de DHL Bénin à hauteur de 5 000 €. Cet encadrement vise donc l'objectif d'outiller les jeunes à mieux évoluer au rythme du numérique en vogue actuellement. Les emplois de demain, il semble que 60 à 80% des emplois d'aujourd'hui n'existeront plus demain. Et demain, ce sera d'autres emplois qui seront là. Et ces emplois-là, il faut pouvoir les anticiper, il faut pouvoir y participer, il faut pouvoir être prêt pour ces emplois-là. Et les réseaux sociaux font partie justement d'éléments qu'il faut prendre en compte pour pouvoir mettre toutes les chances de son côté. Et donc ça, la maîtrise des réseaux sociaux va vous permettre de vous donner beaucoup plus d'atouts pour vous insérer dans les emplois de demain. Alors, soyez attentifs, apprenez-la parce que là, vous aurez un atout pour faire face au métier de demain, sinon pourquoi pas créer votre propre métier. En ce moment où nous nous lamentons sur notre sort, des gens de bon cœur pensaient déjà à comment nous sortir de l'ornière en créant YouthCan, un programme fort apprécié de nous tous. L'espoir renaît et de plus renforcé par le projet Gotiche qui, depuis près de 3 ans, s'est résolu à nous rendre solides pour l'emploi. Le thème retenu pour cette orientation des jeunes porte sur le community manager. 11 jeunes de Dassa et 11 autres de Natitengu suivent la même formation via visioconférence. Voilà, un mot de politique, présent 2 pour être plus précis. D'abord, un groupe de jeunes, un de plus d'ailleurs, décidé à porter le chef de l'État au pouvoir pour un nouveau mandat. Le mouvement, les bataillons de Patrice Talon portés bientôt sur les fonds baptismaux, mais son rouleau compresseur en marche. Lors d'une sortie ce dimanche à Abomey, ils ont invité les jeunes des autres communes à se mobiliser pour convaincre leur champion à accepter de se présenter à la prochaine élection présidentielle. Découvrez leurs arguments dans l'élément qui va suivre. Un rassemblement de jeunes cadres et leaders de la ville d'Abomey. La rencontre s'inscrit dans un processus qui vise à les regrouper au sein d'un mouvement avec pour objectif de les engager dans une action d'ensemble, celle de susciter et soutenir la candidature du président Patrice Talon à la présidentielle de 2021. Pourquoi encore un mouvement de soutien, diront certains? Pourquoi ne pas attendre 2021 et connaître la position du président même qui, au cours de son investiture en 2016, avait dit qu'il fera de son mandat unique une exigence morale, diront d'autres. À tous ceux-là, nous voudrons, à partir de notre rencontre de ce jour, dire qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Pour ces jeunes réunis au sein du mouvement Les Bataillons de Patrice Talon, les raisons qui sous-tendent leur appel au chef de l'État sont multiples et évidentes. En 4 ans, le président de la République a étonné les Béninois. De nombreuses réalisations ont été effectuées dans les domaines de l'énergie, de l'assainissement et de l'aménagement, de l'éducation, de l'agriculture, d'accès en eau potable. Les réformes engagées ont aussi permis de restructurer le secteur économique. Toutes ces actions ont contribué à révéler le Bénin. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, l'écho reste favorable et la satisfaction de la population ainsi que son sentiment de fierté d'avoir Patrice Talon à la tête de notre pays retentit avec force et énergie et ne cesse de s'amplifier jour après jour face aux résultats qui se font de plus en plus remarquables dans tous les domaines. Notre pays, le Bénin, a connu une profonde mutation en 4 ans. C'est pour ces raisons que nous invitons tous les jeunes du Bénin à rejoindre le mouvement Les Bataillons de Patrice Talon pour qu'ensemble, nous suscitions la candidature du président pour son second mandat. Chers leaders du mouvement Les Bataillons d'Abomey, la mission, vous la connaissez. C'est maintenant l'heure de nous mettre résolument à la tâche. Fouillons, creusons, ne laissons nulle place où le doute ne passe et repasse.
La déclaration d'Abomey sonne également comme une invite aux jeunes des autres communes à se rallier à la cause pour démontrer la pertinence de leur action et se démarquer des autres mouvements partageant la même vision que leur creuset. Ils se sont fixés un objectif précis. Nous nous sommes dit qu'il faudrait qu'on puisse embrasser tout le Bénin, donc les 77 communes du Bénin. La raison pour laquelle l'objectif que nous nous sommes fixés, c'est d'avoir 500 000 pétitions juste pour susciter la candidature du président Patrice Talon. Le rendez-vous de ce dimanche a aussi été l'occasion d'installer les leaders communaux du mouvement Les Bataillons de Patrice Talon. Ces derniers ont été appelés à travailler non seulement pour l'enracinement du creuset, mais surtout pour la réélection du chef de l'État à la prochaine présidentielle. Et ensuite, l'appel des bataillons n'est peut-être pas tombé dans les oreilles de sourds. Dans le mono, c'est le réseau Dynamique Talon 2021 qui se lance avec à sa tête un certain Christophe Agbodji, conseiller communal à Royaubré. Ils ont effectué leur première sortie médiatique samedi à Lokossa. Et ils ont pour objectif également de susciter la candidature du président Patrice Talon pour la présidentielle à venir. Geoffroy Messin et Florent Dou pour le reportage. La dynamique Talon 2021 s'empare du département du Mono. Et c'est depuis Lokossa, la principale ville de ce département de l'ouest du Bénin, que des jeunes des 6 communes du département, sous la houlette du jeune conseiller communal de Royaubré, Christophe Agbodji, lancent le réseau Dynamique Talon 2021. Le combat de 2021 n'est pas celui du président Talon. Il est plutôt celui de la jeunesse béninoise. Nous sommes prêts à mouiller le maillot pour défendre à jamais cette candidature. Nous, jeunes du Mono, lançons aujourd'hui la lettre depuis Lokossa avec les certitudes que les jeunes des autres régions du Bénin se joindront à nous pour le sacre d'avril 2021. Le réseau Dynamique Talon 2021 voit ainsi le jour et vise à susciter la candidature du président Patrice Talon pour la présidentielle à venir. Les actions phares du quinquennat actuel ont été martelées durant cette sortie médiatique. Les efforts consentis par le régime Talon pour une meilleure organisation des concours de recrutement à la fonction publique, les possibilités offertes en vue de faciliter l'entrepreneuriat des jeunes, le programme d'insertion professionnelle des jeunes en cours sont certainement des réponses précises au désir de progrès affiché par la jeunesse béninoise. Il s'agit là d'actes concrets qui visent à changer la vie des jeunes béninois. Jamais aucun autre président de la République du Bénin avant le président Talon n'a porté les aspirations des jeunes dans son cœur. Les membres du réseau Dynamique Talon 2021 appellent le député Dakwe Sossou à leur servir de courroie de transmission pour que leurs souhaits deviennent une réalité. Honorable Dakwe Sossou, vous faites partie des visionnaires qui ont eu l'intelligence de faire ce bon choix en 2015 pour la nation béninoise. Pour souvenir, c'est sous votre impulsion que la jeunesse béninoise, réunie dans cette même ville de Lokossa le samedi 3 octobre 2015, avait sollicité M. Patrice Talon pour briguer la magistrature suprême. Aujourd'hui encore, l'histoire se répète. Nous vous chargeons donc de transmettre au président Patrice Talon notre vœu de le voir candidat à l'élection présidentielle d'avril 2021. Et nous comptons sur vous pour le convaincre définitivement au cas où il hésiterait encore. Pour ces jeunes, au cours des 4 dernières années, le président Patrice Talon a donné la preuve de son pragmatisme et de sa capacité à rendre possible ce qui paraissait impossible jusque-là. D'où la nécessité de le convaincre à faire un second mandat pour finir l'édifice bénin qu'il a entrepris. Voilà, ce sera tout pour ce mini-journal. Christian Dandeya. Merci à vous, Nagui Balagwe. Tout à l'heure, quand il sonnera, 13h, retour sur l'actualité avec la rédaction de Canal 3 à travers Zakat Latoudji qui nous présentera le JT. 13h. Merci, Naguib. Très bonne journée. Dans un instant, nous allons installer en plateau Wahab Ali Bara. Il sera avec Moïse Dossoumo pour le débat matinal. Au téléphone, nous aurons André Dossa et juste après votre rubrique économie avec Clément Achadé qui reçoit ce matin Edouard Assogbaye, le président de l'interprofession de la filière anacarde. On parlera donc de cette filière, le kajou. Est-ce un produit de mobilisation de devises pour notre pays, le Bénin? Réponse à suivre. Restez avec nous. Nous prenons des mesures de sécurité pour vous et pour nous.
Face au Covid-19, LBM Syste Location de voitures vous protège. Nous mettons un point d'honneur sur le respect des consignes par nos conducteurs. Nos véhicules sont systématiquement désinfectés avant et après chaque mission. Faites-nous confiance. Votre sécurité, notre préoccupation. Syste LBM Location de voitures, contact 60 60 60 63. Des grandes marques. Vous êtes de nationalité béninoise, vous êtes âgé de 18 à 40 ans, vous êtes titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur, bac professionnel, BTS ou DUT, licence professionnelle ou DTS, master ou ingénieur, vous êtes en quête d'un emploi ou d'une bonne expérience en entreprise en vue de votre insertion professionnelle, vous êtes immédiatement disponible, vous pouvez faire partir des 2000 bénéficiaires pris en charge chaque année par le gouvernement à travers le programme spécial d'insertion dans l'emploi. Pour ce faire, rendez-vous sur le site www.psie.bj. Remplissez les champs destinés aux candidats à l'emploi, inscrivez-vous et soumettez votre dossier. La suite réservée à votre dossier vous sera notifiée par SMS, par mail ou sur votre compte utilisateur PSIE que vous êtes invité à consulter fréquemment. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. « 7h37, ici même à Canal 3 Bénin, vous êtes sur Actu Matin. Merci de vous installer. Le forum de discussion s'ouvre à partir de cet instant. Rebonjour, monsieur. Bonjour, Christian. Oui, André Dossa va nous rejoindre au téléphone dans un instant. Bonjour, André. Bonjour, Christian André. Bonjour à tous. J'espère que vous êtes bien réveillé ce matin. Ça va. D'accord. Alors, dans nos discussions du jour, nous aurons 3 sujets à aborder. D'abord, nous irons à l'Assemblée nationale où le nouveau règlement intérieur de l'institution est adopté. On parlera de l'exportation des produits béninois, le soja béninois qui est désormais sur le marché chinois avec 2000 tonnes qui sont déjà exportées pour une première expérience. Et puis, en troisième sujet, on reviendra sur les compositions du BEPC avec plusieurs centaines de faux candidats qui sont recalés par le ministère à travers un dispositif mis en place. On reviendra sur tout ça. Parlons d'abord de l'Assemblée nationale. Les positions sont revues au bout d'une semaine. Le Parlement sort de sa plénière d'hier avec un nouveau règlement intérieur adopté par les députés présents ou représentés à l'unanimité, ça il faut le préciser. Finalement, l'article objet de controverse est passé sans grand bruit au Ravalipara. Oui, c'est passé sans grand bruit. C'est un peu comme si on avait tempêté pratiquement pour rien. On a constaté qu'hier, les députés ont fini par harmoniser leurs réflexions, ou en tout cas harmoniser leur point de vue sur ce détail qui était le plus épineux, n'est-ce pas, notamment l'article 24,
comment dire, la liberté des députés, ou en tout cas, cet article 24, ancien, s'il faut l'appeler ainsi, offrait cette possibilité aux députés, je dirais, de déménager d'un groupe parlementaire à un autre en sortant. Aujourd'hui, la nouvelle monture veut que les députés soient du même parti, c'est-à-dire que les groupes parlementaires puissent se former avec les membres, dont les membres sont issus du même parti. Bon, une victoire peut-être pour, je dirais, la commission des lois, une victoire pour le président Louis Vlavonou, n'est-ce pas, qui a hérité de cette difficulté que ses prédécesseurs ont subi et qui avaient des paix, n'est-ce pas, sur l'exercice du pouvoir de l'ancien président de la République. Donc, moi, j'ai fini par comprendre que les députés en tout cas, n'ont pas eu de difficultés à se convaincre et que cela va sans dire. Et cela au bout d'une semaine, puisque nous avons suivi les débats la semaine dernière, c'était houleux, mais à l'arrivée, eh bien, il nous dit ce matin, André Dossa, Moïse Dossoumo, à travers sa réflexion, que ce n'était qu'une tempête dans un verre d'eau. Est-ce que vous partagez cet avis? Bon, je pense que nos chroniqueurs parlent de tempête dans un verre d'eau parce que la crise qui semblait poindre s'est finalement très rapidement accalmée, puisque nous étions donc le 6 juillet, me semble-t-il, et que déjà aujourd'hui, ce règlement intérieur a été voté, y compris avec cet article 24, dont l'alinéa premier était le point d'achoppement. Donc, de ce point de vue, oui, on peut peut-être parler de tempête dans un verre d'eau, mais il faut quand même relever que ce n'est pas si étonnant que ça. Nous qui nous étions très tôt réjouis de pouvoir assister enfin à de la contradiction au sein du Parlement, je pense que désormais on doit avoir cette euphorie assez modeste pour remarquer que les députés ont pu procéder, utiliser cette bonne vieille méthode parlementaire qui consiste à ce que les couloirs préludent les travaux en plénière, que les points de divergence soient assouplis dans les couloirs avant de venir donc au sein de l'hémicycle et montrer, nous, à la face du peuple, les positions des uns et des autres. Je crois que c'est ça qui a prévalu. C'est cette vieille méthode qui a prévalu. Vous allez remarquer qu'il y a eu beaucoup de procurations. D'aucuns ont mis cela à cette pandémie de la Covid qu'il faudrait qu'on observe certaines distanciations, mais il me semble que ce n'est pas le cas. Peut-être que des députés qui n'ont pas partagé le point de vue donc, de cet article 24 ont dû tout simplement vider les lieux, laissant leur procuration, parce que, vous savez, tout ceci se passe autour d'intérêts personnels, d'intérêts particuliers. À ce niveau que personnellement, j'ai une petite déception. La contradiction ne s'est pas faite forcément autour des intérêts du peuple, des intérêts de nos citoyens. On parle de création de groupes parlementaires, cela induit des avantages pour des députés. Lorsqu'on dit par exemple qu'un groupe comme l'Union progressiste qui a autant de députés à l'Assemblée nationale et qui peut donc créer sur la base de l'ancien règlement intérieur 5 groupes parlementaires, ça fait 5 présidents de groupes parlementaires et autant d'avantages, ce que ça fait. Je crois que c'est beaucoup plus, ce qui fait que les gens souhaitaient que les députés puissent jouir d'une certaine liberté, d'une certaine autonomie à l'Assemblée nationale, et donc à former des groupes par affinité, comme ça se faisait avant. Malheureusement, leur point de vue n'a pas prévalu, et désormais à l'Assemblée nationale, chaque parti politique devra se constituer en un seul groupe parlementaire, et les députés qui ne seraient pas dans ce groupe parlementaire seraient donc des députés non alignés. Oui, Moïse Dossoumo, vous regrettez aussi l'absence de ce débat que nous avons vu la semaine dernière, où sont passées les positions entre-temps affichées, adoptées par les députés Arif Haribako, Augustin Roro-Ebla, Benoît Degla et Jean Pass Ablaïgoun, par exemple. Moi, je me suis dit que c'est deux choses. Soit ils n'ont pas réussi à convaincre les autres collègues par la majorité, soit le président de l'Assemblée, lui, la commission des lois, les membres de la commission des lois, ont été plus dynamiques que tous ceux-là, en réussissant à avoir la majorité de leur côté. Mais hier, on n'a pas vraiment attendu les voir, comme ce fut le cas il y a une semaine. Donc c'est que quelque part de là coule sur le C'est vrai qu'on n'a pas vérifié, il y a eu beaucoup de procurations. Ont-ils donné la procuration pour ne pas être présent? Le plus important pour nous, c'est dès qu'ils s'expriment encore à nouveau. Mais comme on n'a pas eu droit au même scénario que la fois passée, c'est que d'une manière ou d'une autre,
ils n'ont pas vraiment réussi justement à emballer le grand groupe dans leur affaire là. Mais au-delà de cette victoire d'État pour le président Vlabonou et puis le reste du bureau de l'Assemblée, moi je note que c'est plutôt un signal qu'ils ont voulu donner. Peut-être qu'en lançant, disons, cette affaire-là, ils étaient convaincus qu'ils n'allaient pas avoir gain de cause au bout de la course. Mais ils ont peut-être pris par cette occasion-là, justement, pour exprimer un mécontentement, peut-être pour annoncer des couleurs d'autres événements à venir. C'est ce que moi je comprends de tout ceci. Parce que quand on voit la carrure de ceux qui se sont exprimés, ce ne sont pas de nouveaux députés. C'est tous de vieux routiers. Donc ils connaissent très bien la scène politique béninoise. Donc je me dis que ce n'est pas anodin. Ils ont fait ça certainement, soit pour exprimer mécontentement dû à un sujet qu'on ne maîtrise pas, soit pour annoncer les couleurs de ce qui viendra après. Et en temps, l'eau a coulé sous le pont, ils se sont entendus et les choses sont passées normalement. Revenons à l'article 24, alinéa 1er. André Dossa, les députés s'organisent en groupe parlementaire par parti politique représenté à l'Assemblée nationale. Les députés d'un même parti politique représenté à l'Assemblée nationale ne peuvent se constituer qu'en un seul groupe parlementaire. Je m'en arrête là. André, dites-nous, se sont-ils enfermés dans cet article 24, alinéa 1er, nos chers députés? Je crois que les tenants de cette disposition, ceux qui ont soutenu cette disposition, sont assez clairs. Ils estiment que, étant donné que nous avons procédé à une réforme du système partisan pour davantage consolider le rôle des partis politiques sur l'échiquier national, et il faille que cela se poursuive, cela se traduise à travers l'Assemblée nationale. Lorsque je suis membre d'un parti politique à l'Assemblée nationale, je dois pouvoir appartenir au groupe parlementaire de ce parti politique, et qu'il ne serait pas cohérent que je sois de l'Union progressiste qui défend donc la social-démocratie et que je me mette dans un groupe parlementaire avec un républicain qui plutôt défend l'économie de marché, etc. Et qu'il n'y aurait pas une cohérence, je crois que c'est leur point de vue. Et ce point de vue ne me apparaît pas manquer de pertinence, en ce sens que si on laisse aller ce qui se faisait avant au sein de notre Parlement, je crois que ça pourrait constituer une sorte de contradiction à la réforme du système partisan, d'où on peut considérer que ceux qui n'ont pas partagé ce point de vue et qui plutôt ont estimé qu'on ne doit pas prolonger les partis politiques au sein du Parlement, ceux-là, c'est comme si, essayons de ramener un petit peu à compte courant pour peut-être exprimer un sentiment lié à un autre sujet qui échappe à notre compréhension, nous autres ici, comme a pu le laisser entendre tout à l'heure Moïse. Mais vous voyez, je vous donne l'exemple du Parlement français. Vous verrez que les députés du parti d'Emmanuel Macron en marche, ils sont au nombre de quoi, près de 300 députés, mais constitués en un seul groupe parlementaire. Les Républicains qui sont de l'opposition là-bas, ils sont 90, un peu moins de ça, en un seul groupe parlementaire. Et lorsque vous n'êtes pas membre de ce groupe parlementaire, parce que peut-être vous ne partagez pas la vision, vous démissionnez, vous restiez non inscrit jusqu'à la fin de la législature, ça me paraît très, très cohérent. Maintenant, comme c'est pour des questions d'intérêt, vous allez remarquer qu'on a décidé que dans ces groupes parlementaires, les postes seront créés. Qui vous donner des avantages. Beaucoup d'avantages d'ailleurs. Des bureaux de ces groupes parlementaires. Il y aura, me semble-t-il, une disposition transitoire qui va permettre que la situation actuelle puisse demeurer jusqu'en 2023. Et à partir de 2023, il y aura seulement un bureau de 3 membres pour diriger les groupes parlementaires, quel que soit le taille. Un vice-président et un rapporteur, c'est ce qui est précisé dans le document. Ainsi de suite, tout à fait, voilà. Oui, Wahab Alipara. Oui, je trouve que les députés désormais... Ma question, s'ils se sont enfermés. Oui, ils sont vraiment enfermés désormais parce que la liberté dont ils jouissaient par le passé n'est plus de mise à l'heure actuelle. On a connu des députés qui quittaient le groupe parlementaire, allaient s'associer à un autre, après ils revenaient quand il y a c'est ça, c'est ce que j'appelais voilà, c'est ce que j'appelais déménagement tout à l'heure, quitter d'un point, sinon d'un groupe parlementaire à un autre. Aujourd'hui, cela est verrouillé. Mais c'est un peu sur les avantages qu'il faut mettre l'accent, à mon avis, au-delà de tout. Les députés, oui, enfermés, embrigadés désormais dans des groupes parlementaires. Et puis, je me dis que après tout, cela cadre un peu avec la vision des députés que nous avons à l'Assemblée nationale aujourd'hui. S'il y avait peut-être plusieurs partis politiques à l'Assemblée nationale, je me dis qu'on aurait eu peut-être
peut-être de difficultés à parvenir à ce compromis auquel sont parvenus les députés actuellement. Parce que vous voyez, si un parti politique, en tout cas avec le schéma qu'on n'avait pas le passé, n'offrait seulement que 3 députés. Vous comprenez? Et on a eu ça par le passé, où un parti politique trouve seulement 2 députés à l'Assemblée nationale. Comment cela allait se gérer? Vous voyez donc les résultats, comme on dit, c'est un scientifique, Bachelard, qui disait que les résultats de chaque science ont l'âge de leurs instruments. Ça veut dire quoi? Que même si les députés, sinon les présidents de l'Assemblée nationale, par le passé, avaient eu des difficultés à toucher le règlement intérieur, et notamment cet article 24, c'était dû au fait qu'il y avait plusieurs colorations au niveau de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, nous avons 2 couleurs, si je peux qui ont pratiquement les mêmes visions. C'est seulement les noms qui changent. Donc, des enfants de face d'une même pièce. Vous voyez? Et donc, le résultat ne peut donner que ce que nous avons aujourd'hui. Vous dites que nous avons eu ce résultat, cette facilité à corriger ce règlement intérieur, parce que nous avons 2 formations politiques. Nous avons seulement 2 formations. Vous faites quoi alors de la discipline de groupe? Est-ce que c'est pas ça qui est respecté là-bas? Oui, c'est ça qui est respecté. En fait, je commente la facilité qui a permis, n'est-ce pas, d'obtenir le résultat que nous avons. Si on était dans le schéma ancien, où on avait plusieurs colorations politiques, on n'aura pas ce résultat-là aussi facilement. Parce que quand on dit qu'il faut former de groupes parlementaires, n'est-ce pas, avec les membres, avec les membres du même parti, et que d'autres dispositions viennent dire que les groupes parlementaires sont formés avec, je crois, 10% de l'effectif de l'Assemblée nationale. Et vous n'êtes que 2 députés du même parti. C'est toujours la ligne première de l'article 24 très bien. Ça veut dire que vous êtes obligé, n'est-ce pas, pour rester dans un groupe parlementaire, avec le schéma ancien, bien entendu, de vous convertir, n'est-ce pas, à des partis politiques qui ont la majorité pour pouvoir demeurer dans un groupe parlementaire. Autrement, on finira par vous mettre dans le lot des députés non inscrits. Justement, l'article 24, 4 nouveau, alinéa 4, qui dit les députés qui ne veulent ou qui ne peuvent appartenir à aucun groupe parlementaire peuvent s'apparenter à un groupe de leur choix avec l'agrément du bureau de ce groupe. Mais bien avant, l'article 24, alinéa 3, précise qu'un député ne peut faire partie que d'un seul groupe parlementaire et tout député qui démissionne d'un groupe parlementaire reste non inscrit jusqu'à la fin de la législature. Alors, ce nouveau règlement intérieur Moïse Dossoumo vient changer quoi au Parlement sur la question de l'animation de la vie parlementaire et de la vie politique chez nous? Donc ça va changer beaucoup de choses. Les gens vont beaucoup plus se taire, se résigner plutôt et s'exprimer peu. Mais dans le même temps, on a semblé résoudre un problème, mais sans le savoir, on a peut-être créé un autre. Parce que les députés qui ne sont pas d'accord avec ça peuvent dire désormais nous sommes non inscrits. Et avec le temps, parvenir à convaincre de sorte que le groupe des non-inscrits... Ça mettra alors à mal la discipline parlementaire, ça peut la discipline arriver. de groupe qu'on recherche à travers ces lois. Oui. Ça peut arriver si on ne parvient pas à régler les mécontentements de fond, tant comme actuellement, et qu'on n'a que des solutions superficielles comme c'est le cas. Mais à terme, quelle que soit l'allégeance au chef de l'État ou au gouvernement, si les non-inscrits deviennent nombreux, si les mécontents s'accroissent, je crains que les non-inscrits dépassent ceux qui s'expriment dans le groupe parlementaire. Et ce serait encore autre chose qu'il faut gérer au niveau de l'Assemblée. Mais de l'un dans l'autre, c'est une solution qui a été trouvée actuellement. Peut-être que si ce cas de figure advient, une autre solution sera trouvée, je n'en sais rien. Encore que le règlement intérieur n'est pas un document immuable. Il peut être modifié à tout moment selon les circonstances. Mais je me dis que pour l'instant... Quand on se réfère aux difficultés qu'on a eues avant... Justement, donc pour l'instant, au moins quand même, une solution a été trouvée. Oui. Mais est-ce que c'est la bonne? On attend de voir. Mais l'autre chose, je vois que c'est les dirigeants des partis. Et non les partis qui sont très heureux actuellement. Vous voyez, quand vous prenez les 2 partis en question, les premiers dirigeants ne sont pas dans le feu de l'action. Ils ne descendent pas vraiment dans l'arène politique. Ils sont dans leur tour d'ivoire et c'est eux qui régentent tout. Et le reste, c'est-à-dire les maires, les députés, les autres élus, c'est ceux-là qui sont dans le feu de l'action. C'est ceux-là qu'on voit sur le terrain. Et ceux-là sont obligés de se soumettre à des gens qui ne prennent pas leur part de feu, qui sont installés confortablement quelque part et qui prennent les décisions. Je me dis que quelque part... ça va nous amener où cette affaire-là. J'attends de voir aussi. Vous attendez de voir. Oui, André Dossa, on va conclure ce premier sujet avec vous. L'Assemblée nationale qui rentre alors dans une nouvelle dynamique avec, disons, peut-être à l'avenir, des députés non inscrits. D'abord, je crois qu'on ne le souligne pas assez.
le président Louis Vlavonou dirige un Parlement qui innove beaucoup, en tout cas qui est à la manœuvre de beaucoup de changements. Beaucoup de présidents du Parlement qui l'ont précédé ont tenté de réviser ce règlement intérieur, ont tenté de le mettre au bout du jour, et n'y sont pas parvenus. Parmi eux, les plus illustres, le président Djongboudi, etc. Mais lui, il a réussi à le faire. Je crois que c'est un espoir de ce point de vue-là. Et il y a des changements dans ce règlement intérieur dont nous parlons peu ou dont nous ne parlons pas du tout. Vous savez que désormais, à l'Assemblée nationale, il y a une direction de la communication. Il s'est vraiment battu pour l'avoir, ça n'a pas été facile. Ça a beaucoup desservi les présidents qui l'ont précédé. Désormais, à l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale du Bénin n'est plus en mesure d'aller contracter des prêts, comme ça pouvait être fait par le passé. Désormais, il faut que ce soit une décision de la plénière, que vraiment il y ait un débat autour pour pouvoir engager l'Assemblée nationale dans des histoires de presse. Ça, on a mis fin à ça. Ça fait partie des innovations contenues dans ce texte. Sur la question qui fait débat, la question qui cristallise les attentions en ce moment, à savoir la disposition de cet article, vous savez, je pense que, moi, c'est mon point de vue, il y a plus de cohérence désormais au niveau du Parlement. On va pouvoir lire plus facilement à travers notre Parlement la composition de notre classe politique. Bientôt, nous allons avoir 107 députés dans ce Parlement. Il y aura d'autres partis politiques qui seront représentés et il faut qu'il y ait plus de clarté dans l'Assemblée nationale. Les démissions tous azimuts de groupes parlementaires ou bien pour régler un problème à quelqu'un, on démissionne, on envoie tel militant là-bas. Je crois que ce n'était pas bien, ça n'aurait pas vraiment notre Parlement. On aura plus de clarté, plus de cohérence et je pense qu'on ne peut rien à essayer ce qui vient d'être fait. À tout moment, on peut toujours remettre en cause ce qui est fait, on peut toujours changer, améliorer, mais c'est une réforme qui nous permet d'avoir plus de cohérence dans le Parlement béninois. Je dis sur le sujet politique, je dis sur la place publique que je suis de l'économie du marché, je suis capitaliste, je défends l'économie du marché. Et pourquoi l'Assemblée nationale devait aller m'acoquiner avec quelqu'un qui ne défend pas ce point de vue, qui n'a pas ce idéal-là en commun avec moi? Je crois que c'est aussi ça la question. Au-delà des avantages des uns et des autres, il n'est pas exclu que lorsque, par exemple, les groupes parlementaires seront désormais dirigés par un bureau de 3 membres au lieu de 4 ou 5 en ce moment, selon les partis, et que désormais le nombre d'avantages à distribuer sera réduit, il n'est pas exclu qu'il y ait des mécontents qui démissionnent donc pour aller gonfler la liste des non-inscrits de l'autre côté. Et comme le décrivait tout à l'heure, oui, ce n'est pas exclu. Si cette situation arrive, sans doute que d'autres solutions seront trouvées. Nous sommes dans un monde dynamique, le monde évolue, nous aussi avec nos réflexions, nos capacités de réflexion évoluent. Et aussi, n'oublions pas, nous sommes au Bénin, un pays où l'on passe notre vie à réinventer la science politique, en tout cas... Chaque fois et toutes les fois. Ouais. Donc je crois qu'on va observer ce que ça va être dans l'Assemblée nationale, la mise en œuvre de cette nouvelle réforme, le nouveau règlement intérieur et sa disposition. D'accord, vous ne partez pas. Oui, vous avez quelque chose à ajouter. Oui. N'est-ce pas que cette solution qui est trouvée au niveau du règlement intérieur, notamment l'article 24, c'est une solution temporaire. Et je suis sûr que quand on va éprouver cet article, quand on va éprouver le règlement intérieur à la longue, c'est vrai, ce n'est pas un test incorrigible, on peut le changer à tout moment, mais ça n'a fait que régler un problème temporaire et qu'à la longue, on finira par être rattrapé toujours par ces dispositions-là. Vous verrez que, être non inscrit ne fait pas de vous quelqu'un qui n'est plus député en République du Bénin, quelqu'un qui n'exerce pas. C'est juste que vous n'appartenez pas à un groupe parlementaire. Et s'il y a des avantages liés et comme disait André Dossa, au sein d'un même groupe parlementaire, n'est-ce pas, il peut y avoir des mécontentements, ne serait-ce que par sur la manière de faire les choses. Oui, je suis mais capitaliste. Il faut les régler à l'intérieur. Oui, je suis d'accord. Je suis capitaliste. Oui. Je suis capitaliste, par exemple, et qu'il y a une manière dont mon équipe conduit les choses qui ne m'agréent pas et que au sein du groupe je ne suis pas majoritaire, je n'ai pas pu faire passer mon point de vue et pourtant je n'épouse pas celui des autres membres de l'équipe, je peux démissionner. Et vous verrez que si petitement les gens démissionnent de chaque groupe parlementaire pour demeurer, je dirais, des non-inscrits au sein du Parlement jusqu'à la fin de la législature, on finira par trouver une majorité, n'est-ce pas, au sein des
non-inscrits qui, d'une manière ou d'une autre, finiront par former un autre groupe. Peut-être le groupe des non-inscrits qui n'est pas, reconnu par les tests pour peut-être conduire les mêmes objectifs. Il est précis, il est dit. Pour conduire les mêmes objectifs. Donc, en résumé, pour moi, c'est un problème temporaire qui est réglé qu'à la longue, quand on écoute le test, on verra c'est bon. Avec Moïse Dossoumo, je vous envoie aborder le second sujet de ce matin. On va parler du commerce. Oui, vous dites? Oui. En fait, juste rapidement, un député non inscrit est un député. Oui. C'est pas parce qu'on n'est pas membre d'un groupe parlementaire qu'on devient moins député. Voilà. La parole nationale va défendre son point de vue, mais le groupe parlementaire, c'est juste s'associer pour prendre une position qui est conforme à notre parti, à notre idéal. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas non inscrit, c'est pas un député banni, c'est un député. Voilà. Alors, commerce international, un peu plus de 35 tonnes de soja exportées du Bénin qui ont atterri en Chine. Un premier lot sur 2000 tonnes de soja made in Bénin qui vont être exportées cette année vers la Chine. Que dites-vous de cette opération commerciale naissante entre le Bénin et la Chine, Moïse? Non, c'est une bonne opération. On ne peut qu'être content de cela, de voir que des produits locaux du Bénin soient exportés vers la Chine. Mais il faut espérer que cela dure dans le temps, que ces produits soient de bonne qualité, qu'ils soient constamment réclamés, pour que ça fasse non seulement le bonheur des producteurs, mais également le bonheur de l'orchestre au niveau du trésor. Oui, en fait, petitement, on peut dire que dans le domaine agricole, le Bénin s'ouvre au reste du monde, notamment la Chine. C'est souhaité, n'est-ce pas, qu'on aille au-delà de la Chine. C'est souhaité qu'au sein des producteurs, au sein des fêtières, ceux-là qui, je dirais, sont des acteurs du monde agricole, donc des acteurs du soja, puisque aujourd'hui nous parlons spécialement. Voilà, les acteurs au premier plan du soja, puisque aujourd'hui nous parlons du soja qui fait ses premiers pas, je dirais, au niveau de la Chine, c'est de souhaiter que cela puisse être profitable aux acteurs impliqués, et qu'il y ait, je dirais, une formule qui organise, encadre correctement ce secteur. Il y a bien d'autres secteurs, c'est vrai, dont on peut parler, qui auront ce mérite-là, en tout cas si on s'investit et qu'on investit dans ces filières-là, qui auront le mérite donc d'accompagner le combat du gouvernement actuel dans l'ouverture du Bénin au reste du monde. Donc c'est une très bonne nouvelle de voir que le soja béninois fait ses premiers pas en Chine. Souhaiter donc que ce soja soit de qualité et que l'initiative ne puisse pas être ne puisse pas durer l'instant d'un feu de paille, que cela dure dans le temps. Et ça dépendra forcément de ce que nous vendrons. Voilà, c'est pourquoi je pose le problème de la qualité. Le problème de la qualité. Petitement, on ira au-delà de des tonnes annoncées, n'est-ce pas, de manière à ce que d'autres pays puissent également convoiter le soja béninois. Oui. Vous n'êtes pas sans savoir que la Chine n'est pas un petit pays, ce n'est pas une petite économie sur la planète Terre. Aujourd'hui, la Chine est à la conquête de biens de marché sur d'autres continents. Faire le choix du Bénin et accepter le soja béninois, je pense que c'est un grand pas. C'est de souhaiter, comme je le disais, que l'initiative puisse durer dans le temps. André Dossa, le coton, oui, on nous connaissait beaucoup de par le coton qu'on exportait en grande quantité. Cette fois-ci, c'est le soja, une percée porteuse de beaux fruits pour notre économie. Malgré le coton, la balance commerciale entre nous, la Chine et les autres d'ailleurs, pays est totalement déficitaire. Si aujourd'hui nous avons la possibilité de renforcer nos efforts pour équilibrer un peu, en tout cas, cette balance commerciale, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, le soja, j'espère que bientôt ça va être encore l'ananas, l'anacade, et ainsi de suite, pour vraiment nous permettre d'apporter autre chose aux autres pays que la récupération de fer rouillé ou je ne sais pas quoi, ou encore l'évasion de nos cerveaux. Je pense que c'est une bonne chose, il faut encourager cela.
et souhaiter qu'on puisse l'étendre à d'autres domaines de l'agriculture et à d'autres domaines de l'économie de notre pays. Voilà, je vais rester avec vous. Les compositions du BEPC se poursuivent. Hein. Je pense que la dernière épreuve, c'est pour ce matin. Ils vont finir avec les mathématiques, je crois. Mais on apprend dans l'actualité qu'il y a eu plusieurs centaines de faux candidats qui sont recalés, et ceci à travers le dispositif mis en place par le ministère de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle. C'est quand même assez bizarre qu'aujourd'hui encore les gens puissent tenter de participer à un examen sur la base d'un faux. C'est déjà bien que le ministère puisse mettre en place un dispositif pour déceler ces fraudeurs et les mettre donc hors du circuit de cet examen, parce que il y va, je crois, de la crédibilité, de la qualité de notre éducation nationale. Il faut que ces faussaires puissent subir les rigueurs de la loi. On dit que ces candidats sont pour la plupart des candidats qui n'ont pas le niveau. C'est les élèves qui n'avaient pas le niveau pour passer en classe supérieure, mais qui ont pourtant été aidés par certains enseignants et par certains membres de l'administration dans les collèges. Moïse Dossou. Ça a toujours été le cas, ce n'est pas nouveau. Depuis toujours, ça a existé. Il y a toujours des gens qui sont prêts à trafiquer des bulletins contre des espèces de distribution. Non, ce n'est pas nouveau. Maintenant, si le dispositif a permis de déceler cela, c'est tant mieux. Il faut espérer qu'avec le temps, qu'on a scellé ce secteur-là de fond en comble. Oui, effectivement, ce n'est pas nouveau, le schéma qui est destiné, le schéma qui a permis de mettre la main sur ces fraudeurs, ces faux candidats, comme les a appelés le ministre de l'enseignement secondaire. Ce sont les enseignants qui aident les apprenants à avoir de faux bulletins. Ce sont les membres de l'administration, les censeurs et autres qui accompagnent les apprenants à avoir ces faux bulletins. Dans un cas comme dans l'autre, il n'y a pas que les bulletins, parce qu'aujourd'hui, avec l'informatique, les apprenants eux-mêmes peuvent se fabriquer de faux bulletins et aller les présenter. Fausses identités aussi. De fausses identités. Toujours est-il que le ministère de l'enseignement secondaire dispose d'un équipement, en tout cas de services compétents à même de mettre la main sur des fraudeurs pareils. C'est ne pas s'arrêter à ce niveau. C'est vrai, le ministre a expliqué que ce sont ces éléments, c'est-à-dire ce surplus-là, qui joue sur les échecs, le nombre de cas d'échecs qu'on enregistre. Parce que c'est une conclusion hâtive que vous tirez là. Oui, non, en fait, j'ai tiré les conclusions de la communication que nous avons reçue, en ce sens que oui, ils n'ont pas le niveau. L'examen du BEPC, en tout cas tous les examens, c'est à la portée du candidat moyen qui a donc le niveau, qui a suivi normalement les cours. Donc si ce n'est pas l'effet du hasard, l'effet de chance, ces candidats fraudeurs réussissent difficilement. Vous voyez, donc ils viennent ajouter le lot des candidats officiels, je dirais les candidats en règle, les candidats en règle. Donc mon avis, c'est ne pas s'arrêter à ce niveau-là. Chercher à sanctionner ne serait-ce que 2 ou 3 acteurs impliqués dans la fraude de ces apprenants-là, de manière à les décourager pour que ceux-là qui sont tapis dans l'ombre, qui peut-être l'année prochaine encore souhaitent trouver d'autres formules. Parce que vous voyez, une fois que c'est dénoncé, les gens ne tarissent pas d'ingéniosité, n'est-ce pas, à trouver des contours, n'est-ce pas, de ce blocus, de ce blocage-là, pour peut-être l'année prochaine nous ramener encore des candidats qui ne remplissent pas les conditions, c'est-à-dire un candidat de CM1 ou bien quelqu'un qui a échoué à plusieurs reprises, qui a été recalé. Bref, des candidats hors normes, qui sont, je dirais, des faussaires, accompagnés par les enseignants et les membres de l'administration. Oui, les sanctions, vous l'avez dit tout à l'heure, mais ce n'est pas ce qui est fait défaut avec le but du Bénin, surtout depuis quelques années déjà. Les directeurs d'école qui donnent de mauvais résultats, ça on sait, ils sont sanctionnés. Oui. Parlons des cantines scolaires, ceux-là qui ont détourné des sacs de riz, d'haricots et autres, ils ont été sanctionnés. Les fraudeurs savaient tout ça. Les membres de l'administration qui ont concouru à organiser ces fraudes-là aussi savent ça. Maintenant, est-ce que c'est la sanction qui règle le problème que nous évoquons ce matin, Moïse Dossou? Moi, on a eu déjà décelé qu'il y a du faux. Pour moi, ça va déjà. Tant qu'on continue de chercher, qu'on trouve qu'il y a du faux quelque part et qu'on puisse déceler cela, c'est déjà bon. C'est déjà bon. Pour ce qui est de la sanction, ça c'est un autre débat. Dans tous les cas, la sanction ne règle pas tout.
Ouais, la peine de mort, c'est encore valable dans plusieurs pays. Mais malgré dans ces ça, pays-là, les mêmes actes, ça c'est vrai. Tant qu'on arrive à déceler le faux, c'est bien ça. Et il faut continuer de réfléchir, trouver des dispositifs. André Doussa, on va finir avec vous, on vous écoute. André Il Doussa. est parti. André Doussa est parti. Donc je pense, comme disait Moïse, c'est vrai, la sanction ne règle pas toujours le problème, mais il faut sanctionner à mon avis, parce que cela décourage. Vous voyez maintenant, aujourd'hui, comme disait Pascal Todjinou, quand on entend criette, n'est-ce pas, rapidement, on crie et on se retire. Mais malgré ça, les gens continuent de poser des actes qui les conduisent devant la criette. La criette, ma foi, n'a pas encore donné moins de 5 ans d'emprisonnement à ceux qui ont été présentés, dont les dossiers vraiment sont vérifiés comme en situation irrégulière. Vous voyez, néanmoins, les gens continuent de poser les actes qui vont encore les conduire devant la criette. Peut-être que la sanction n'est pas à la hauteur du préjudice causé, n'est-ce pas, pour l'État béninois, pour le ministère de l'enseignement secondaire, pour les apprenants eux-mêmes et pour les parents. Peut-être trouver un autre mécanisme qui permette, n'est-ce pas, de décourager davantage ceux-là qui, chaque fois qu'on met des systèmes en place, envisagent, c'est-à-dire ils sont vraiment amoureux, ils sont vraiment amoureux des actes irréguliers. Merci à vous. Wakhabali Para, Moïse Dossoumo, merci. Il était au téléphone avec nous au forum de discussion. André Doussa, qui nous disons merci également. Très bonne journée du mercredi à chacun de vous. Vous restez en place, mesdames et messieurs. Dans un instant, nous allons retrouver Clément Achadé dans la rubrique économie. Il le reçoit en invité. Edouard Assogba, il est le président de l'interprofession de la filière anacarde. On parlera du cajou béninois. Est-ce un produit de mobilisation de devises? Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du Fraternité, la qualité est garantie. On gâte le coin, prêt à enflammer la piste avec qui on va gâter le coin. Hey, je me préservatif, le party est lancé, les meufs sont chaudes, toujours protégés, kiss bien le show, sourire de vainqueur, un regard protecteur qui toujours à... 6% de protection, ce soir y'aura plus de supposition. Y'a pas de supposition, juste la loi de l'attraction. Ce soir on est classé, fâché, glacé, kiss, toujours protégé. Kiss, toujours avec moi. Toujours sexy, toujours protégé. Économie, mercredi sur Actu Matin. Clément Achadé, bonjour. Bonjour Christian, bonjour à toutes et à tous. Voilà, ce matin, nous allons parler de notre cajou, le cajou béninois. Oui, la filière anacarde, qui est l'une des filières phares à haute valeur ajoutée dont la promotion est consignée dans le programme d'action du gouvernement. Ceci en raison de sa forte contribution à la création de l'emploi, de revenus, mais aussi et surtout de grandes opportunités pour l'exportation et donc son rôle dans le maintien, disons donc, de l'équilibre de la balance de paiement de notre pays, le Bénin. Deuxième produit d'exportation après le coton, et je dirais la filière contribue, disons, à hauteur de 3% du PNB, le produit national brut, et 25% des revenus de l'agriculture. Tous ces chiffres, je les ai retrouvés au niveau de l'INSAE. Et comment se porte la filière anacarde et comment les acteurs s'organisent-ils
pour relever les défis actuels et surtout pendant ce temps de Covid. Pour répondre, nous avons en plateau M. Asogba Edouard, qui est le président de l'interprofession de la filière ANACAD du Bénin. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être là. Alors, monsieur Asogba, comment se porte la filière ANACAD pendant ce temps de Covid-19 ? Merci, monsieur le journaliste. Je voudrais, avant d'aborder votre question, saluer les téléspectateurs, téléspectatrices, et dire un message à l'endroit de madame le ministre de l'Industrie et du Commerce pour l'initiative de nous regrouper très tôt, puisque nous n'avons pas encore bouclé la campagne en cours, mais elle a choisi de nous réunir assez vite pour que nous puissions réfléchir pour, voir comment mettre en place la réglementation. Là, vous voulez parler de la table ronde qui vous réunit depuis hier. Avant d'y arriver, comment se porte de façon globale la filière ANACAD au Bénin actuellement? La filière ANACAD au Bénin se porte bien quand même. Malgré les difficultés, elle se porte bien, étant donné que nous arrivons, à commercialiser les produits, même si nous avons quelques difficultés au niveau de la transformation, étant donné que le gouvernement, vous savez très bien, envisageait avec nous de pouvoir transformer la moitié, de la production qui serait portée entre-temps à 300 000 tonnes. Donc, voyez-vous, nous avons quelques difficultés au niveau de nos usines de transformation, mais ça va quand même globalement. Et quand vous dites que ça va bien, la production, comment évolue-t-elle? Le gouvernement qui parle de 300 000 tonnes, c'est ça que vous avez dit ou combien? Oui, c'est un projet. Okay. C'est un projet de gouvernement. Ce n'est pas encore à 300 000 tonnes. Actuellement, vous en êtes à combien? Nous avons fait une projection de 140 000 tonnes pour cette campagne-ci. Visiblement, on a largement dépassé. Étant donné que nos missions sur le terrain pour voir un peu, le comportement des acteurs et en même temps, du produit sur le terrain, nous avons constaté qu'il y a beaucoup de sorties frauduleuses, enfin des noirs, par les frontières terrestres, étant donné que nous n'avons pas déployé de moyens pour contrôler, les frontières. Voilà. Et donc, on a constaté que vraiment plusieurs centaines, je pourrais dire centaines même de camions partaient, et puis on nous informait, mais on n'avait pas vraiment les moyens d'agir, de réprimer. Et donc, vous voulez dire par là qu'à part les chiffres officiels que vous avez pu, recenser, il y a d'autres encore qui partent de façon frauduleuse. Exactement, et qui ne sont pas comptés. Exactement, monsieur le journaliste. Nous avons déjà au niveau du port, officiellement, des chiffres qui nous estiment déjà qui nous mettent au niveau de 120 000 tonnes déjà, alors qu'on a quand même du produit qui reste stocké à Cotonou, dans les magasins. Et donc, voyez-vous, les 140 000 tonnes espérées, voyez-vous, c'est déjà là. Et quand on sait qu'il y a une bonne quantité qui est passée par les frontières terrestres, eh bien, on peut déjà dire qu'on a dépassé les 160 000, 160 000. Il y a quand même un dispositif qui est mis en place, non, pour interdire l'exportation. Bien sûr, la loi l'interdit, monsieur le journaliste. Oui. Mais les dispositions, idoines, ne sont pas encore là pour permettre aux forces de l'ordre de pouvoir agir. Vous savez, une mission, c'est un moyen. Une mission, c'est un moyen. Enfin, des moyens. Et si nous avons pris, l'État a pris cette décision avec nous, que nous avons salué d'ailleurs, eh bien, il faut que les moyens soient là pour permettre aux forces de l'ordre d'assurer la mission. Donc, nous avons rencontré le Béninois qui est un peu, excusez-moi, un peu têtu. Quand on dit il ne faut pas le faire, c'est même en ce moment qu'il se lance dans la chose. Maintenant, comment vous faites? Quel rôle joue
dans ce processus avec les moyens de bord que vous avez au sein de l'interprofession de l'ANACAD du Bénin. Comment vous jouez votre partition dans ce rôle de contrôle des sorties frauduleuses? Bon, disons qu'au départ, au début de la campagne, on s'est déplacé. On a d'abord saisi officiellement la direction de la douane et la direction donc, de la police républicaine. On les a saisis officiellement, mais on a fait également des tours sur le terrain pour rencontrer les responsables parce qu'il s'agit de travail sur le terrain. Et bon, on a échangé, on a envisagé quelques dispositions communes pour voir comment on pouvait opérer. Mais dans le concret, quand ça a démarré effectivement, on n'a pas pu, contrer, ces sorties-là, étant donné que les moyens n'étaient pas disponibles, on n'avait pas préparé les moyens. Vous savez, c'est la conclusion qu'on peut tirer aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas vraiment trouvé des moyens, on n'a pas prévu des moyens pour ça. On a pensé que, en informant donc les forces de l'ordre, ils pouvaient faire vraiment une certaine... comment on appelle, prendre certaines dispositions avec nous, mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Et vous avez dit, les acteurs sont quelquefois têtus. Ils sont en train de chercher quand même des revenus. Voilà, donc c'est un peu ça. Mais nous allons, pour la campagne prochaine, nous allons voir de quelles mesures, étant donné la réglementation qui sera également mise en place par la grâce de Dieu. Est-ce que c'est parce que vous avez manqué à un moment donné de mieux sensibiliser les vôtres, de mieux les contenir, de mieux les surveiller quand on assiste à cette disparition frauduleuse des tonnes d'anacarde? Bon, la sensibilisation, disons que nous avons eu une grande campagne de sensibilisation, à la suite donc d'une réunion que nous avons eue avec Madame le ministre, pour voir dans quelle mesure préparer, cette campagne-là. Et donc, au terme donc de certaines décisions prises, nous avons organisé des campagnes de sensibilisation à Djougou, à partir de Djougou, à Parakou, également à Savalou, à Ketou, et puis on a fini de la clôture, on a clôturé à Lada. Vous avez, et donc on a associé même les radios de proximité, pour porter l'information. Mais vous savez, on ne peut pas on ne peut pas, juste pour quelques campagnes de sensibilisation, de quelques journées, avoir de grands résultats. C'est la toute première fois que nous avons organisé, nous avons entrepris donc, cette campagne de sensibilisation. Donc nous devons continuer, nous devons poursuivre. Pas travailler. Et justement, parlant des travaux que vous devrez mener, et lors d'une grande rencontre, je le rappelle, à Cotonou en janvier 2020, vous vous êtes penché sur, comment réorganiser le système de commercialisation de la noix de cajou, et que deviennent les conclusions que vous avez pu tirer pendant, ces travaux des journées Cashew Day, comme vous l'aviez appelé? C'est Bénin Cashew Day. Bénin Cashew Day, c'est l'événement qui est détonateur, parce que c'est l'événement qui a d'abord réuni curieusement, et puis, je dirais, agréablement aussi, les deux ministres, le ministre de l'Industrie, Madame le ministre de l'Industrie et du Commerce, et Monsieur le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Monsieur Gaston Dossoui. Ils sont restés, à notre grand étonnement, du matin, depuis l'ouverture donc de la session jusqu'à la fin. Et là, il y a eu un langage vraiment franc où on s'est parlé, les acteurs ont parlé, les ministres aussi ont parlé, et nous sommes entendus sur un certain nombre de dispositions. Voilà. Et c'est ça qui a continué jusqu'à aller sur le terrain. La restitution a été sur le terrain. Vous savez, mais en quelques semaines, ce n'est pas facile d'avoir les résultats. Oui.
Mais nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas obtenu de résultats. Oui, vous avez déjà organisé une campagne, la campagne 2020, qui est arrivée après, disons, ces journées de Benin Catchy Day. Quels ont été les impacts ou les résultats du travail que vous avez fait sur la campagne 2020? D'abord, c'est l'aspect organisation. L'aspect organisation parce que l'interprofession regroupe 4 familles d'acteurs, vous savez. Et chaque famille d'acteurs a pris sur elle la responsabilité donc d'assumer, de s'assumer. Et ça, qui parle de filière, parle donc, disons, de produits et le marché. Donc, c'est le couple produit et marché. Donc, quand vous n'avez pas une bonne organisation, vous ne pouvez pas, disons accéder au marché. Et cela dit, et donc, les acteurs nous sommes mis ensemble pour, disons, voir dans quelle mesure il faut d'abord approvisionner, disons, les usines. C'est la toute première démarche. Comment faut-il approvisionner les usines pour leur permettre de travailler, étant donné question de prix, question de rentabilité donc des usines, il faut voir comment les approvisionner à bon prix. Ensuite, comment est-ce que les acheteurs et les exploitateurs vont pouvoir travailler, disons, pour que la filière puisse vraiment, disons, bien marcher, la campagne puisse bien marcher. Et donc, dans ces conditions, il y a eu des dispositions pour contrôler l'évolution donc, des acheteurs sur le terrain en ligne avec les exploitateurs. Malheureusement, juste après, 2 semaines après, disons, l'ouverture, le lancement de la campagne, d'abord même, je dirais, même avant le lancement, parce que la campagne devrait être lancée à Djougou. Mais malheureusement, vous avez constaté avec nous, c'était au ministère avec quelques 3 ou 4 personnes que la campagne a pu être lancée avec Madame en raison certainement de la COVID-19. De la COVID-19. Donc, c'est vraiment l'événement qui nous a, disons, totalement désamorcé et a déstabilisé tout le plan, tout le programme que nous avons vraiment préconisé. Donc, voilà ce que je peux vous apporter comme information. Alors justement, parlant donc de la production, on évoque souvent un certain nombre de difficultés, notamment le manque d'approvisionnement des usines, mais aussi la question du financement. Je n'oublie pas aussi la taxation sur l'exportation. Est-ce que après ces échanges, vous avez pu trouver enfin des solutions à ces problèmes? Oui, j'ai parlé déjà des usines tout à l'heure, et nous n'avons pas pu réussir déjà, disons, notre programme à cause du coronavirus. Sinon, il était question donc d'approvisionner les usines pendant 2 semaines avant de lancer, enfin de commencer vraiment la commercialisation pour leur permettre donc d'avoir le produit. Ça n'a pas pu se faire. Donc, si ça avait été fait, bon, peut-être qu'on pouvait faire le bilan et faire une certaine conclusion de cela, voyez-vous. Mais pour les questions de financement, c'est juste ce que vous dites, c'est-à-dire que déjà, toujours avec le coronavirus, les banques sont restées réticentes. Parce que si vous savez qu'il y a des risques, est-ce que vous pouvez, vous osez, disons, injecter de l'argent et ne pas s'attendre certainement à... Mais curieusement, je ne vous coupe pas, les banques aussi, hein, vraiment, pourtant, la BCAO avait quand même donné des instructions fermes pour que ces banques vous accordent de financement à tous ceux qui sont, disons, dans le secteur privé, tous ceux qui sont dans le commerce et autres. Donc, ça n'a pas été le cas, vous voulez dire? Oui, ça n'a pas été le cas. Vous savez, dans un climat où il ne favorise pas, disons, qui n'est pas favorable aux affaires, vous voyez, c'est difficile. Le banquier se dit, si je donne l'argent et que le Covid, et que le Covid continue, on ne sait pas quand, même jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas quand est-ce qu'on va avoir vraiment, disons, la fin de la pandémie. La fin de la pandémie. Donc, nous tous, on est en train d'y réfléchir. Mais pendant ce temps, il faut quand même prendre des mesures pour quand même travailler, parce qu'il faut vivre de ce qu'on fait, voyez-vous. Donc, je crois que la question du financement, c'est un aspect avec la banque, mais il y a également le FNDA, le Fonds national de développement agricole, qui aussi joue sa partition et qui, disons, à plusieurs guichets, et a commencé par fonctionner déjà. Et donc, je crois que les acteurs, nous nous organisons, puisque nous avons eu déjà
quelques séances de travail avec cette institution-là, qui travaille en lien avec notre pôle 4, l'agence territoriale de développement agricole du pôle 4, qui est dédiée donc à la filière ANACAD. Et donc, nous sommes en train de voir comment est-ce que, cette structure, cette institution va pouvoir, nous accompagner, étant donné que les conditions, les clauses avec ce fonds-là sont vraiment, favorables à nos besoins. Et je crois que si nous nous organisons bien, on pourra vraiment pouvoir se tirer, d'affaires. D'accord. Monsieur Assogba, président de l'interprofession de l'ANACAD du Bénin, si je ne me trompe pas, j'ai l'impression que vous donnez maintenant priorité à la transformation qu'à l'exportation. Priorité, nous pouvons dire oui. Nous pouvons dire oui parce que nous sommes obligés, nous tous, d'accompagner la transformation. Parce que vous voyez, le marché extérieur, d'abord, n'est pas certain. Parce que si, avec le corona, les produits, les cargaisons, les navires ne pouvaient pas aller, nous sommes besoin de garder nos produits ici. Et si la transformation était bien opérationnelle, vous voyez, on pourrait transformer la grande partie donc, de notre production. Mais cela dit, l'exportation, il faut l'encourager aussi. Bien sûr. Il faut l'encourager aussi. Donc, l'État a bien dit, nous faisons 50% de transformation et les autres 50%, pour l'exportation. Et donc, il n'y a aucun maillon qui soit négligé. Donc, l'interprofession de la filière ANACAD aussi s'inscrit dans ce schéma. Parfaitement, on est en accord avec la présidence. Vous savez, nous avons besoin pour notre pays de créer des emplois. Vous savez combien de jeunes aujourd'hui finissant dans les universités sont à la maison. Ouais, ça gêne. J'ai des frères, j'ai des cousins, j'ai des sœurs qui sont à la maison depuis 3 à 5 ans, qui ont fini et qui ne savent pas où aller. Et donc, si nous développons la filière ANACAD et à côté la filière soja et puis les autres filières, vous voyez un peu ce que ça peut faire. Une usine de cajou, de capacité, 1000 tonnes, peut employer jusqu'à 250 personnes. Ah oui. Voyez-vous? Et si nous avons les usines comme Fludor qui transforment jusqu'à 15 000 tonnes, les usines comme Tolaro qui ont de grandes capacités, elles peuvent, employer au-delà de 300 à 500 personnes. Voyez-vous, donc il faut encourager vraiment la transformation pour créer les emplois aussi et faire de la valeur ajoutée nationale. Voilà. Tout en maintenant, justement, comme vous l'avez rappelé aussi, l'exportation. Mais justement, parlant de l'exportation, qui dit exportation, commercialisation dit exportation, certains de vos membres se plaignaient de la taxation sur l'exportation. Est-ce que vous avez pu trouver avec les autorités le juste milieu pour leur permettre aussi de mener à bien leur activité? Par rapport à cette question, c'est surtout de l'organisation qu'il s'agit. Vous savez, nous assistons souvent, à des acteurs qui débarquent sur le terrain, qui ont quelques marchés, qui débarquent sur le terrain, et comme il n'y a pas de contrôle en tant que tel, et donc pour rapidement faire leur business, eh bien, ils injectent de l'argent dans le marché et à un rythme, non contrôlé, et font une grande fluctuation des prix. Et dès qu'ils finissent d'opérer, ils se retranchent, ils se retirent. Et quand plusieurs fois ces types d'opérations se produisent au cours d'une campagne, ça déstabilise totalement l'organisation. Donc, c'est une question d'organisation. Parce que si nous avons, correctement conscience des différents coûts de production, de l'amont jusqu'en aval, c'est-à-dire de la production jusqu'à l'exportation, eh bien, nous pouvons, nous-mêmes en tant qu'acteurs, savoir que si un individu descend sur le terrain et opère d'une certaine manière, on peut lui mettre la main dessus. Et ce qui n'est pas le cas actuellement. Et donc, c'est une question d'organisation. Donc, la taxation n'est pas un problème pour nous empêcher, de travailler. Ce qu'il y a de l'autre côté, c'est que cette taxation, selon
la loi de finances de l'année en cours et même de l'année de l'exercice passé, c'est pour, aider la recherche et faire la promotion donc, de la filière. Vous savez, donc il y a une partie qui va être prélevée pour accompagner la recherche agricole et également pour accompagner donc, la filière. Donc, tout ça, c'est pour développer la filière. Donc, la taxation n'est pas une mauvaise chose en soi. C'est l'organisation qui doit accompagner, qui n'est pas encore au top niveau. Et c'est pour ça qu'on peut en souffrir d'abord. Voilà. D'accord. Justement, pour trouver des solutions à ces difficultés que vous rencontrez, vous organisez depuis hier, ici même à Cotonou, une table ronde. Vous étiez un peu pressé de la parler. Vous organisez donc cette table ronde pour revoir un peu les systèmes de commercialisation de ces produits d'exportation et de rente. À quoi retourne une telle rencontre? Merci. J'avais abordé, effectivement, comme vous le dites si bien, cette table ronde nous a réunis pour réfléchir et, amender le projet de décret que nous avons déjà, élaboré depuis les deux dernières années. On a élaboré ces deux projets de décret. Le premier projet portant organisation de la commercialisation de la noix de cajou au Bénin, et le deuxième décret est relatif donc à la régulation, disons, de la filière. Et donc nous avons eu droit donc à deux communications. La première s'est consacrée donc à la mission ministérielle organisée par les deux ministres, disons, le ministre de l'Industrie et du Commerce et M. Gaston Zossoui de l'Agriculture. Donc, ils ont effectué un voyage en Tanzanie et au Mozambique avec les cadres du ministère. Ouais, sans vous, les acteurs de la filière? Il y a eu des acteurs de la filière. Donc, on a donc réfléchi à partir donc des situations de vécu, disons, au Mozambique et en Tanzanie, pour voir un peu comment est-ce qu'on peut tirer, disons, expérience et capitaliser donc ces expériences-là avec nos réalités ici. Et donc, c'est ce que nous avons fait, l'exercice. Et donc, on a vu quelques aspects importants, intéressants, qu'on pouvait, disons, expérimenter, mais nos réalités ne permettaient pas quand même de copier et de coller, de faire ce qui se passe là-bas. Non, c'est pas ça. Et donc, il y a quelques aspects qui nous ont intéressés. Surtout quand on sait que le système, la filière Anacad en Tanzanie est beaucoup plus basée sur l'exportation. Il ne s'adonne pas trop, disons, à la transformation, si j'ai une bonne mémoire. Oui, la transformation, elle est faible. Mais dans ces deux pays, le système d'organisation est piloté par l'État. Donc, c'est pas la même chose. Ici, les acteurs se sont organisés jusqu'à, disons, aujourd'hui, l'interprofession. Ça, c'est déjà une différence. Une nette différence. Donc, on ne peut pas copier et coller les réalités donc, de ces pays par rapport à ici. Hier, j'avais eu la chance d'être avec vous, et là où vous avez lancé donc, ces travaux. Vous disiez, ou quelqu'un parmi vous disait que en Tanzanie, par exemple, vous ne pouvez pas, si je prends l'exemple de Savalo, vous ne pouvez pas transporter les noix collectées à Savalou pour aller à Boyikon sans avoir préalablement une autorisation. Est-ce que ce pan, disons, de stratégie tanzanienne sera désormais aussi pris en compte au Bénin? Voilà l'un des aspects, comme je dis, on ne peut pas copier et coller. Je ne pense pas qu'on puisse opérer de cette manière-là, selon nos réalités. Mais nous avons, disons, envisagé comment est-ce qu'il faut fonctionner à partir, donc, disons, des coopératives, de producteurs, comment il faut faire des marchés autogérés au niveau des magasins, comment est-ce que, disons, l'acheteur va pouvoir acheter, disons, au niveau, disons, des producteurs au niveau de leurs magasins, pour éviter que les ventes qui se font, disons,
dans le village, au niveau des hameaux, où on ne peut pas contrôler celui qui n'a pas de plantation, mais qui, curieusement, détient des noix pour vendre. On ne sait pas d'où il a obtenu. Donc, si on organisait, disons, les marchés au niveau des magasins, on pourra contrôler, on pourra savoir qui est vraiment producteur et qui ne l'est pas. Donc, voyez-vous, donc, ça change un peu les choses. Donc, nous avons pensé qu'il faut faire les marchés au niveau des magasins, désormais, et puis faire en sorte que les acheteurs et les sociétés coopératives aussi puissent commercialiser, puissent vendre. Mais l'exploitateur, lui, il ne doit pas aller sur le terrain. Donc, il collabore avec les acheteurs, avec les sociétés coopératives pour pouvoir donc s'approvisionner. Les usines ont aussi le droit, ils doivent aussi, disons, acheter auprès des producteurs et et pour avoir leur magasin également. Donc, on ne peut pas faire exactement comme ce qui s'est fait en Tanzanie par rapport à nos réalités. Alors, lors de ces assises, est-ce que vous avez fait appel aussi aux producteurs qui sont quand même, disons, des acteurs très importants de la filière? Est-ce qu'ils sont représentés et avec la nouvelle réglementation que vous voulez mettre désormais en place, ils donnent aussi leur avis? Quelle est leur position par rapport à tout ce que vous faites? Il y a eu toutes les délégations, toutes les familles d'acteurs. Je vous ai dit, l'interprofession regroupe 4 grandes familles d'acteurs, les producteurs, et les acheteurs, les exploitateurs et les transformateurs. Et il y avait des délégués de toutes les familles d'acteurs et même des délégués de IFA, en tant que qui coordonnent, disons, les actions de la filière. Eh bien, on avait des délégués là. Il y avait les partenaires techniques et financiers qui accompagnent la filière Anagaz, qui était également là. Et les cadres au niveau des ministères, il y avait la pièce, le directeur général lui-même, il était là avec, disons, l'un de ses cadres. Et puis, il y a les différents cadres. Il y a l'autre agence, l'agence pour 4. Le directeur général était là avec, disons, un de ses collaborateurs. Et disons que toutes les composantes impliquées dans le secteur étaient là pour réfléchir ensemble donc, sur ces différents projets. Parce que Madame le ministre va présenter fidèlement, selon ce qu'elle nous a dit, va présenter fidèlement ce que nous avons dit, les conclusions au chef de l'État, pour lui permettre, disons donc, d'analyser, de réfléchir et de décider ce qui vraiment nous conviendrait le mieux. Voilà la façon dont nous avons opéré hier. Et quelle est la suite maintenant? Ça va être votre mot de la fin. Mon mot de fin, d'abord, c'est de remercier Madame le ministre de l'Industrie et du Commerce pour avoir anticipé. Même nous n'avons pas encore terminé donc, la campagne en cours, mais elle nous a invités pour que rapidement nous puissions réfléchir sur les tests, les décrets qui vont donc régir désormais la filière pour nous permettre donc de mieux nous organiser. Vous savez, avec ces tests, si c'était validé et approuvé, eh bien, nous allons prendre d'autres mesures pour contrôler, disons, les frontières terrestres, comme je disais, je disais tantôt. Je dois également remercier M. Gaston Zosoui, qui a formé vraiment un duo avec Madame le ministre de l'Industrie et du Commerce. Et les deux, ensemble, suivent vraiment et nous accompagnent au niveau de l'interprofession. Et c'est le moment aussi de féliciter, de remercier les partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent également. Et les acteurs sont toujours mobilisés. Dès que l'administration nous invite, les acteurs sont toujours mobilisés, sont toujours prêts. Franchement, je dois reconnaître leur dynamisme autour donc, de l'interprofession pour les encourager à faire encore davantage, à faire mieux. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Edouard Assoba. Je rappelle que vous êtes le président de l'IFA Bénin, l'interprofession de la filière Anacad et du Bénin. On parlait justement tout à l'heure donc du système, ou je dirais de la réglementation du système de commercialisation de la noix d'Anacad au Bénin. Christian, ce serait tout
pour ce mercredi matin. Merci à vous, Clément Tchadé, et merci à vous également, M. Edouard Sogba, pour toutes ces précisions, toutes ces informations que vous nous avez apportées. Plein succès à votre filière, la filière Anacard. Bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, on va refermer cette édition dans quelques petites minutes. Ce sera juste après la revue de presse préparée par Assiongbo Kanye Assiongbo qui revient donc sur l'actualité au Parlement. C'était hier les examens de fin d'année avec les compositions du BPC qui se poursuivent et qui prendront fin ce matin. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. C'est fait finalement la réforme à l'Assemblée nationale et ce matin, le matinal affiche en gros titre que les députés modifient leur règlement intérieur. Les députés finissent par adopter la modification de leur règlement intérieur, ajoute l'autre quotidien Fraternité qui titre que la pomme de discorde n'aura duré que le temps d'une plénière, note que les députés à l'Assemblée nationale 8e législature ont enfin pu accorder leur violon sur l'une des dispositions du règlement intérieur de l'institution en révision. Ils ont adopté le texte à l'unanimité des députés présents et représentés à la faveur d'une séance plénière tenue hier à l'hémicycle au Palais des Gouverneurs à Porto Novo. Le journal informe que le groupe parlementaire est désormais constitué par partis politiques représentés, les commissions permanentes réajustées. Pour le Soleil Bénin Info, les députés, après avoir été unanimes sur le principe de modification du règlement intérieur en exécution depuis 1995, ont pu adopter l'ensemble du texte après des amendements formulés au rapport de la commission compétente. Fraternité apporte la précision que le statut, l'effectif, les conditions matérielles d'installation et de fonctionnement des bureaux et des secrétariats des groupes parlementaires, de même que les droits d'accès et de circulation de leur personnel dans le palais des députés sont fixés par décision du président de l'Assemblée nationale sur proposition des présidents des groupes parlementaires et après avis des questeurs. La nation fait observer que le règlement intérieur révisé va plus loin en prévoyant par ailleurs que 3 mois après la dissolution d'un groupe parlementaire, le président et les membres du dit groupe parlementaire perdent tous les avantages liés à leur appartenance au groupe parlementaire. Le matinal renseigne que le député qui démissionne d'un groupe reste non inscrit jusqu'à la fin de la législature et tout membre peut être destitué à la majorité des 2 tiers. La presse du jour salue le consensus retrouvé autour des dispositions de l'article 24 nouveau. En attendant, la percée économique du Bénin préoccupe la nation qui parle du Bénin désormais pays à revenus intermédiaires, de la solidité des fondamentaux économiques et croit savoir que le Bénin ne compte pas dormir sur ses lauriers. Le pays va maintenir le cap pour des performances bien plus intéressantes qui puissent impacter durablement le panier de la ménagère. Dans la suite, la tribune de la capitale rapporte qu'ils sont 700 faux candidats épinglés au brevet d'études du premier cycle, session de juillet 2020. Maounion Kakpo, en abordant la question rapporte Fraternité, explique que ces faux candidats sont pour la plupart des élèves qui n'avaient pas le niveau pour passer en classe supérieure, mais qui ont pourtant été aidés par des enseignants et administratifs ou d'autres faussaires qui fabriquent des bulletins afin de dénicher ces fausses candidatures,
le ministère a mis en place une plateforme dénommée EducMaster au niveau des établissements des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle qui a permis de suivre tous les élèves depuis la 6e jusqu'à la fin de leur cursus scolaire au niveau du secondaire en dotant chaque élève d'un identifiant unique qu'il conserve, même en passant d'un collège à un autre. Et puis, l'économiste du Bénin s'intéresse à la fonction publique au Bénin et souligne qu'à l'instar des autres pays du monde, le Bénin dispose d'une administration publique bien organisée qui participe au développement de la nation. Elle a entre autres missions la mise en œuvre et le suivi, évaluation de la politique de l'État en matière de travail, fonction publique et réforme administrative et secteur privé, conformément aux lois et règlements en vigueur en République du Bénin et aux visions politiques de développement du gouvernement. Pendant ce temps, la montée des eaux et transport des personnes et des biens font le deuxième titre du quotidien Le Matinal qui informe des consignes du gouvernement aux conducteurs d'embarcation. À ce sujet, Libération note que le gouvernement alerte et indique des mesures. Le meilleur enseigne que le ministre Hervé Khekhoumé alerte et appelle au sens de responsabilité. Bénin intelligent met aussi l'accent sur l'alerte du ministre Hervé Khekhoumé. Et quand Fraternité se penche sur les comportements des Béninois dans les bars, restaurants et autres en ces temps de Covid-19, le journal constate qu'en dépit des appels incessants au respect des gestes barrières, il y a des moments au cours desquels les Béninois sont tentés d'abandonner leurs masques dans certains lieux de restauration parcourus à Cotonou en s'offrant leur plat préféré. Les usagers mettent les masques au repos. Et puis, de son côté, Bénin Intelligent se fait le défenseur de l'enseignement supérieur, consacre son gros titre à un institut pour écrire qu'il faut sauver l'Institut national de la jeunesse, de l'éducation physique et sportive qui se trouve à Porto Novo, la capitale du Bénin. Merci d'avoir suivi la revue de presse. Merci d'avoir suivi la revue de presse, merci d'avoir suivi Actu Matin. C'est ici que se referme cette édition. Merci à chacun et à tous de votre attention et merci également à toutes les équipes qui nous accompagnent chaque matin, les équipes techniques de réalisation, de diffusion et de préparation de votre matinale. Demain, quand nous serons jeudi, eh bien, on se retrouvera à partir de 7h. Prenez donc le rendez-vous, beaucoup de sujets à aborder pour vous et à votre profit. D'ici là, portez-vous bien, excellente journée et surtout, gardez le sourire. Au revoir.